cette conférence. Et bonsoir Valérie Bugeaud, merci d'être venue à Bruxelles. C'est la première fois que vous venez d'ailleurs à Bruxelles. Donc, Merci beaucoup Simon. Et merci à Artemus de m'avoir invité. C'est tout à fait normal vu je dirais, la qualité de votre travail. D'ailleurs, il faut reconnaître que pour un intervieweur, ce n'est pas évident. Je peux dire même c'est une gageure parce que c'est tellement immense, votre travail, c'est tellement gigantesque, ça touche tellement de domaines. On peut dire que vous êtes de la veine des bâtisseurs de cathédrales. Et donc, c'était pas évident. Alors, nous avons choisi donc comme titre pour la conférence « Les raisons cachées du désordre mondial ». Pourquoi? Bien parce que tout simplement, c'est le titre de deux de vos tomes. Il y a le livre rouge qui est le premier tome et le livre bleu qui est le second. C'est un peu comme les Beatles, hein, il y a l'album rouge et l'album bleu. Alors, il fallait trouver quand même, je dirais, un angle d'attaque pour permettre de comprendre un petit peu ces raisons cachées du désordre mondial. Et finalement, je me suis rendu compte que le meilleur angle d'attaque, c'était peut-être d'examiner l'entreprise, passer de l'entreprise au monde plus large. Et pour comprendre cela, il faut aussi commencer par comprendre l'organisation juridique de l'entreprise de type capitaliste. Mais il y a quand même dès le départ une ambiguïté. Sous la même dénomination donc d'entreprise, se cachent des réalités très différentes. Entre une PME et une multinationale, c'est pas du tout la même chose. L'un profitant de l'insécurité juridique, l'autre en pâtissant. Absolument. Oui, alors je vous remercie beaucoup pour cette présentation et en effet, elle est très pertinente parce que moi-même, j'ai commencé mes pérégrinations dans le monde réel par justement l'organisation économique, l'organisation de l'entreprise, l'organisation économique globale, mondiale, ce qui m'a amené à une perplexité croissante. Alors en effet, j'ai créé une théorie juridique unifiée de l'entreprise et à l'époque de ma soutenance de thèse, j'ai soutenu cette thèse en 2005, eh bien, je ne savais pas que j'avais repris mot pour mot en fait les fondamentaux de la participation. Je l'ai découvert ultérieurement parce qu'effectivement, quand on fait du droit des affaires, on n'apprend pas du tout la participation. Tout a été consciencieusement mis, toute cette poussière sous le tapis, voire le cadavre dans le placard. Et donc, je n'ai découvert en fait le poteau rose que après mes déboires universitaires, puisqu'en effet, cette théorie juridique unifiée n'a pas été très bien perçue par le monde du droit des affaires et en particulier par le monde de la monnaie. Vous m'étonnez. Voilà. Donc, effectivement, tout commence par l'entreprise parce que et c'est comme ça que j'ai été aussi amenée à comprendre l'enchaînement de ce qui s'était passé. C'est que ce que nous appelons aujourd'hui le capitalisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le capitalisme en général. C'est une forme très particulière du capitalisme, mais qui aurait pu prendre d'autres formes. Et en l'occurrence, la forme qu'elle a prise, c'est la pire, c'est-à-dire la prédation, l'irresponsabilité, l'anonymat et la capacité illimitée à accaparer les biens, les services, les richesses et à être malveillant, puisque toujours en toute impunité. Donc, en fait, la complexité des régimes juridiques et fiscaux permettent justement l'accaparement, permettent la concentration capitalistique et également des phénomènes, comme vous avez dit, la prédation. Je pense également à ce qu'on appelle les LBO, par exemple les leverage buyout. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer par rapport à cela? Alors en fait, ce qui permet l'accaparement, c'est plusieurs éléments et en particulier l'accumulation de formes juridiques assorties de régimes fiscaux, sociaux et maintenant légaux différents. Donc en réalité, on a affaire à une espèce de nuage, du nuage réglementaire
dans lequel, pour une PME, il est très difficile de naviguer. Donc, effectivement, ceux qui s'en sortent le mieux sont évidemment les multinationales et les très grosses entreprises. Du reste, pour lesquelles cette législation à profusion a été créée. Donc, ça, c'est un fait. Deuxièmement, ce qui permet l'accaparement, c'est l'anonymat. L'anonymat se fait par l'accumulation des structures. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à une entreprise, nous avons affaire à des groupes de sociétés, à des conglomérats économiques qui ont prospéré ces dernières années et qui ont fait fi de toutes les lois de réglementation de la concurrence, qui se sont développées de façon d'abord à côté de ces lois et puis finalement qui ont fini par faire que ces lois n'ont plus été appliquées dans leur sens profond. Nous avons affaire à une quantité de techniques qui s'est développée, qui viennent évidemment ces techniques d'outre-Atlantique, en particulier des États-Unis, mais qui sont des techniques finalement d'ingénierie financière. Vous faisiez référence au LBO. Il faut comprendre que ça, précisément cette technique-là, permet, par une collusion d'intérêts de certains acteurs économiques avec des banques, de financer une prédation économique, de faire financer la prédation économique par l'entreprise victime de la prédation. Donc, c'est-à-dire qu'une une entreprise va, par exemple, demander une forme de crédit, en quelque sorte, pour racheter son concurrent direct, le dépecer ensuite, et avec notamment les actifs de cette acquisition, ils vont donc se rembourser. Alors, ce qui se passe, c'est que oui, une entreprise ou un acteur économique quelconque se rapproche d'un banquier qui finance à 100% l'achat à crédit d'une autre entreprise, voire une entreprise plus grosse, lequel crédit sera financé par l'entreprise rachetée. Donc, c'est de la pure prédation, en fait. C'est vraiment une technique de voyou, il faut bien le dire. Néanmoins, cette technique a prospéré depuis les années 80 pour finir par effectivement créer ajouter à la mode des FUSAC, les fusions-acquisitions. Nous avons assisté ces 30-40 dernières années à une fusion, une concentration considérable des actifs financiers, des actifs d'entreprise et des richesses qui ont été créées par les entreprises et qui sont rachetées par les entreprises. Donc, effectivement, tout ça va de pair. Ça fait partie du système économique global, mais pas seulement. Il y a eu aussi, effectivement, le développement de ce qu'on a appelé... non, le quantitative easing, c'est autre chose. Mais là, ça a été plutôt les entreprises qui se sont organisées au niveau mondial autour de la... Je m'excuse, mais là, je me suis levée tôt ce matin et je suis un peu fatiguée. Ça me reviendra. Bon, bref, en tout cas. De toute manière, en résumé, on peut dire que la propriété économique, c'est véritablement l'arme ultime d'accaparement des richesses. Oui, enfin non, ce que je voulais... Enfin, il y a l'évasion fiscale et il y a mince, c'est le terme, l'optimisation. Merci beaucoup. L'optimisation fiscale a été un élément fondamental du développement du système économique global qui ont permis en fait à ces grosses entités économiques de se développer et de se relier entre elles par un maillage au niveau international en faisant échapper les capitaux des États, donc en privant les États d'une partie des ressources financières que l'entreprise lui apportait, donc en décorrélant le système économique du système politique, et qui s'est ajouté évidemment à l'évasion fiscale stricto sensu, mais qui, je pense, était, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais, était beaucoup moindre en flux financier. Donc, la mode de l'optimisation fiscale a permis, en fait, au système économique global de prendre l'ampleur et donc a permis à la mondialisation de prendre l'ampleur qu'elle a prise aujourd'hui sur le dos, effectivement, des États et du système politique. Oui, justement, donc en élargissant le panorama et également en se posant par rapport à une perspective historique, on constate que finalement tous les géopoliticiens, les historiens ont une relative cécité parce que finalement ils ne tiennent compte que des États, alors que depuis déjà quand même plusieurs siècles,
les banquiers commerçants sont apparus. C'est pas nouveau et c'est eux qui déterminent aujourd'hui les rapports de force internationaux. Oui, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes ouvrages et j'ai pris en cela le contre-pied de beaucoup de géopoliticiens. C'est-à-dire que la limite de cet exercice de géopolitique est souvent qu'elle est cantonnée à une modalité, disons, à des techniques militaires et des techniques étatiques. Or, le principal problème auquel nous sommes confrontés, c'est justement cette globalisation des échanges économiques qui font que des entités économiques, c'est-à-dire de droit privé, ont pris le pas sur les États et en particulier dans la capacité réglementaire, ce qui s'est matérialisé par exemple en 1994 pardon, par l'émergence de l'OMC qui a privé les États de la capacité de gêner des investissements d'entreprises qui porteraient atteinte justement aux intérêts privés de ces dernières. Donc, on a assisté, bon an, mal an, déjà depuis le milieu du XXe siècle, et même déjà on peut remonter avant, mais enfin d'un point de vue, structurel depuis Bretton Woods, depuis, le développement des entreprises, des banques, la Banque mondiale, du FMI, de la concentration des centres de pouvoir et du développement des organisations internationales, avec effectivement toutes les juridictions d'arbitrage qui ont été avec, nous avons assisté à une dépossession progressive des États de la capacité réglementaire des États, de la capacité politique des États, que les géopoliticiens ne prennent pas suffisamment en compte. Et en effet, quand on considère l'ensemble de la problématique monétaire, économique et juridique, il apparaît de façon évidente que l'aspect militaire n'est que la dernière, finalement, le dernier maillon de la chaîne et que de plus en plus, l'aspect militaire est contingenté par un lien exclusif avec ces multinationales et cette hégémonie du système financier global. Donc c'est ce que, d'une certaine façon, c'est pas que je fais le reproche, mais je mets en avant ça pour expliquer que, d'une certaine façon, les analyses de géopolitique sont parfois bien aveugles sur la réalité des rapports de force. D'autant plus que, en fait, les États forcément sont limités, je dirais par les contraintes géographiques, alors que ces entreprises se moquent des frontières. On dirait que l'État est sédentaire et les entreprises sont nomades. Ah oui, absolument. Alors, c'est pas tant les entreprises qui sont nomades que les capitaux, qui ont généré des entreprises nomades parce que les capitaux eux-mêmes étaient très volatiles et non pas localisés sur un territoire, mais de plus en plus interconnectés avec des intérêts extraterritoriaux. Donc, effectivement, le modèle de ça, c'est quand même, au départ la Compagnie des Indes britanniques. Il faut comprendre aussi qu'un autre modèle, ça a été le développement des modalités d'appropriation par les banquiers, qui a été formalisé en France sous la modèle, enfin sur le terme de propriété économique. Et cette propriété économique est en fait une promesse de dépossession de la propriété privée des individus. Donc effectivement, il y a une tendance très lourde et qui ne date pas d'hier, qui est une tendance historique, qui date effectivement de l'hégémonie monétaire, donc de l'hégémonie que les banquiers ont pris sur le contrôle des monnaies et par ce biais-là sur le contrôle des États et des réglementations étatiques et interétatiques, internationales. Effectivement, on a eu un développement d'une considération de flux et non pas de stock. Et ce qui se manifeste par la propriété économique qui en fait prétend que celui qui est propriétaire est celui qui tire un intérêt, soit qui finance, soit qui tire un intérêt technique, économique au, des capitaux qu'ils Ouais, ont donc investis. donc c'est véritablement le droit, économique anglo-saxon qui a pris le pas sur le droit, civil, le droit continental qui était, généralement, employé, utilisé
en Oui. Europe, par Alors ça exemple. demanderait quelques petits développements parce que c'est une façon un peu rapide de présenter Oui, les choses, mais en effet, le droit britannique de l'amirauté s'est distingué de plus en plus fondamentalement du droit continental traditionnel qui était en vigueur sur le continent européen, en particulier justement avec le développement de la BEIC, c'est-à-dire de la Compagnie des Indes britanniques, sur le modèle de l'accaparement, du partenariat public-privé dans lequel le privé investit des capitaux, c'est-à-dire bénéficie des produits des capitaux investis, et en cas de perte, le public est appelé à essuyer les pertes. Donc c'est une privatisation des bénéfices et une collectivisation des pertes. mais Donc ce justement, modèle-là est ancien et mmh, s'est développé au sein du droit de l'amirauté, qui s'est transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui le droit anglo-saxon, avec des nuances, quelques nuances, mais essentiellement c'est le droit de l'amirauté qui est derrière. C'est un système d'accaparement que par facilité de pensée, on a appelé système capitaliste. Mais non, j'insiste bien, c'est une forme particulière de ce qu'aurait pu être le capitalisme. en fait, on voit aussi que les entreprises de plus en plus deviennent de facto les interlocutrices directes des États. On le voit par exemple dans l'OMS, l'OMS qui est financée, qui est donc d'abord une agence de l'ONU, qui devrait être financée par les États membres, et puis on se rend compte que finalement ce sont des labos, c'est des fondations comme Bill et Melinda Gates qui financent, et donc on est dans une espèce de flou artistique. D'autant plus que les États eux-mêmes se font concurrence entre eux pour attirer, et donc par une espèce de course à la moins-disance fiscale pour pouvoir donc attirer vers eux, vers leur zone géographique, ces multinationales. Oui, alors je ne dirais pas que les entreprises sont devenues de plus en plus des interlocuteurs des États parce que dans un système normal où les entreprises sont régulées par les États, elles sont des interlocuteurs normaux de l'État. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont devenues des régulateurs des États, ce qui est quand même beaucoup plus grave. Ouais. En effet, ce que vous mentionnez est exact, sachant que en fait, tout découle en fait de cette domination monétaire qui a généré ces entreprises, ces multinationales, ce conglomérat économique global qui finalement ont utilisé des armes juridiques de droit privé, de droit public international pour y diffuser leurs propres intérêts. Donc quand vous parlez de évidemment l'OMS, c'est très, très à la mode en ce moment, mais bon, on peut parler aussi de l'OMC, du FMI, etc. Ce sont autant de relais d'influence de cette domination hégémonique monétaire initiale qui finalement est accapareuse par construction. Et donc le législateur dans les États occidentaux s'est mis véritablement au service des grands propriétaires de capitaux. Donc on le voit par exemple par une fiscalité privilégiée. Alors, effectivement, vous parliez de la course à la moins-disance fiscale et Mhm. sociale. Ça vient justement de toute cette organisation économique globale, en particulier qui s'est générée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'optimisation fiscale, enfin qui a été accélérée par le processus d'optimisation fiscale, relayé de façon réglementaire. Enfin, donc maintenant, c'est vraiment pas quelque chose d'illégal, hein, c'est dans les mœurs économiques. Donc, Donc c'est-à-dire le législateur oui, alors le est... législateur mis au Mhm. service des intérêts Ouais. financiers, ça ne date pas que de là. Ça date aussi à partir du XVIIIe siècle, toutes les révolutions qui ont imposé ce qu'on a appelé le parlementarisme représentatif, enfin qui est dit représentatif, lequel est très souvent, et en tout cas a été très rapidement assorti d'un système de banque centrale dit indépendante. Donc ce parlementarisme représentatif, contrairement à ce que on nous a bassiné, ne représente pas du tout une république, la res publica, mais représente la loi privée, hein, la rex privata, privata lex, pardon. Donc, en fait, c'est tout un système d'organisation politique, enfin sociale, qui a été mis ab initio, c'est-à-dire dès le départ, au service d'intérêts privés qui sont tenus par, à l'époque, des banquiers
déjà coalisées au niveau international. À l'époque, il s'agissait plutôt de l'Europe, mais qui se sont étendues dans le monde entier au fur et à mesure du temps. Et qui ont utilisé en fait ces institutions, sont une émanation de cette domination du pouvoir monétaire et financier global sur, la vie qui était en train de se développer et qui a prospéré avec évidemment les grandes découvertes d'une part, et puis le développement de la révolution industrielle. Donc c'est tout un ensemble de choses et tout un système politique qui a été mis au service, en réalité, de ces instances financières. Donc on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas dire que la disparition de l'État au sens politique du terme date des lois covidiques, date des excès que nous percevons aujourd'hui. En fait, structurellement, c'est une tendance structurelle, mais qui n'était pas visible parce qu'une fois de plus, il y avait à l'époque, et en particulier pendant la guerre froide, des contre-pouvoirs avec un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, le système libéral contre le système communiste, les deux finançant des partis qui s'opposaient et donc qui créaient une illusion, si vous voulez, d'indépendance et de démocratie avec un rapport de force. Or, en réalité, à partir du moment où un des deux blocs s'est effondré, l'illusion tombe parce que nos propres institutions ne relaient aucun rapport de force en elles-mêmes. Oui, donc on peut dire aujourd'hui on est arrivé un peu à la dernière scène, le dernier acte, et c'est en fait le triomphe de la plutocratie. Donc ça veut dire véritablement la dépréciation de la notion politique d'État au bénéfice de l'intérêt privé, donc d'un petit nombre de personnes qui se sont donc rendues maîtresses des systèmes économiques et politiques au niveau mondial. Alors je dirais plutôt qu'aujourd'hui, effectivement, on assiste à la révélation de ça, mais ce n'est peut-être pas l'apothéose. Pour eux, c'est peut-être plutôt le déclin et une promesse de déclin très rapide. Parce Paradoxalement, oui. qu'ils se sont développés justement en œuvrant derrière les rideaux, en œuvrant de façon cachée, en mettant en avant des hommes de paille, des paravents prétendument politiques qui étaient des relais d'influence de leurs propres intérêts, mais qui faisaient illusion. Aujourd'hui, les paravents politiques ont tendance à ne plus faire illusion. Donc les décideurs réels apparaissent au grand jour et ce qui augure de leur future, déchéance finalement. Alors combien de temps cette déchéance prendra, j'en sais rien. En tout cas, il est certain qu'ils ne vont pas se laisser faire de gaieté de cœur et que ils vont réagir. D'ailleurs, on a déjà constaté que la réaction était plutôt violente. Bien sûr. Et donc, les armes de prédation géopolitique, on peut dire qu'il y aurait 3 armes principales. Il y a tout d'abord le libre-échange, qui n'est ni libre, et les échanges, ils sont très limités, puisqu'on arrive à au mieux des oligopoles, donc quelques entreprises, au pire, un monopole. Il y a également donc le contrôle des monnaies, que nous allons parler de manière un peu plus détaillée. Et puis, il y a également tout ce qui concerne les règles comptables appliquées aux multinationales. C'est notamment les règles IFRS, ce qui permet justement, comment dirais-je, une contradiction au niveau de la comptabilité double. On Oui, avait on va en parlé de ça parler. tout à l'heure, entre ce qu'on appelle les biens d'un côté et les créances de l'autre, qui ne sont pas finalement bien déterminées. Oui. Alors, tout part du contrôle des monnaies qui ont généré effectivement toutes les règles de libre-échange comme une arme de guerre finalement, et ça a été très, 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 très explicite au fil du temps. Ça a commencé avec le Canada, les États-Unis, l'amirauté britannique qui a investi des milliers, des millions à l'époque de livres sterling pour développer le libre-échange au Canada, avec le Canada, etc. Enfin bon, ça a été une arme qui n'est pas nouvelle, mais qui a été déployée effectivement comme arme de guerre au service de la finance accapareuse. Ça, c'est une chose. Et effectivement, ceci se corrèle avec la problématique de la comptabilité. Les normes IFRS, c'est un problème qui est apparu relativement récemment pour justement unifier la réglementation qui s'appliquait à ces gros conglomérats économiques, à ces multinationales. Mais dès avant les normes IFRS, un problème majeur existe dans la comptabilité en partie double,
dans la mesure où celle-ci ne fait pas, de différence entre un droit sur un bien et un droit, contre une personne. C'est-à-dire ne fait pas de différence entre un bien matériel et une créance. Et ça porte en soi les germes de l'esclavagisme parce que ça porte en soi les germes de la confusion entre le droit sur la personne et le droit sur le bien. Et effectivement, à partir du moment où vous réifiez la personne, vous considérez qu'elle a le même statut qu'un bien, dans ces cas-là, il n'est pas difficile de comprendre que l'esclavagisme n'est pas loin. Donc, la comptabilité en partie double porte déjà en elle le principe esclavagiste. Néanmoins, tant que c'était régulé et tant que ça concernait que des rapports professionnels de type économique, on peut dire que c'était plus ou moins sous contrôle. Néanmoins, là, avec les développements internationaux de ces énormes conglomérats économiques capitalistiques, mais accaparés par des instances financières, eh bien, ça prend une proportion tout à fait différente. Et les normes IFRS ont eu, parmi les gros problèmes qu'elles ont générés, elles ont aussi généré une très grosse instabilité des marchés parce que les actifs ne pouvaient plus être, n'étaient plus, disons, répertoriés sous le moment historique des prix où ils ont été achetés, mais selon le prix du marché. Le prix du marché, ils l'ont appelé juste prix. Ça, c'est toujours dans l'inversion du sens. On peut reconnaître que le juste prix, c'est pas le juste prix du tout, c'est le prix du marché à un moment donné, donc qui est très fluctuant et qui a généré une incapacité à déterminer de façon correcte les bilans d'entreprise en raison de cette instabilité de la notion d'actif, en tout cas de la valeur des actifs qui étaient répertoriés dans les bilans. Donc, bon, ça c'est un des gros problèmes des normes IFRS. Un deuxième gros problème, c'est d'avoir uniformisé au niveau international une comptabilité qui finalement ne rend service qu'à une chose. Ces normes sont une émanation en fait du pouvoir, toujours pareil, du pouvoir économique global, du pouvoir financier. Vous savez, ce sont des gens qui sont jugés partis. Ils déterminent les normes à leur service et ils garantissent l'application de ces normes. Donc là, on est vraiment dans la confusion du genre totale, on est dans le juge parti et dans la partialité et dans l'hégémonie. Donc nous sommes dans un système qui est très 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 dangereux. D'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'en effet, les méfaits de ce système commencent à devenir sensibles pour le commun des mortels. Alors, en parlant maintenant un petit peu de, justement, focalisons-nous sur le contrôle des monnaies. Donc, le phénomène économique est, par construction, un phénomène monétaire, hein. Donc, on peut dire qu'il existe un lien indéfectible entre la monnaie et l'économie. Il n'y aurait pas d'économie sans monnaie. Rappelons aussi que les trois fonctions de la monnaie, c'est d'abord un moyen d'échange, hein, qui permet donc la fluidité entre les acteurs économiques. C'est un système de mesure, c'est connaître le prix d'un bien, mais c'est aussi un moyen de réserve de valeur. C'est-à-dire que là, la monnaie devient une marchandise. Et ça a commencé, ça a été initié dès le Moyen Âge. Euh, Si vous permettez, je vais mhm, vous interrompre un petit peu parce qu'après je vais avoir du mal à vous répondre. mhm, Je dirais que la monnaie, c'est d'abord une unité de mesure de la valeur et non pas une détermination de la valeur. C'est un moyen d'échange évidemment et c'est surtout, quand on parle de réserve de valeur, je préfère préciser parce que c'est une valeur, c'est une réserve de valeur sociale et non pas de valeur économique en tant que marchandise. oui. Et effectivement, c'est la nuance qu'il faut préciser parce que la monnaie est le reflet de la valeur d'une économie, ou une économie au sens large, c'est-à-dire de la richesse générée par une société déterminée, donc dans le cadre de frontières. Donc effectivement, quand on parle de réserve de valeur, il ne s'agit pas de réserve de valeur économique, alors que c'est précisément le sens que ça a pris, mais une réserve de valeur sociale, en fait, politique, diplomatique. Oui. Mais initialement, par exemple au Moyen Âge, la monnaie était un privilège régalien. C'était le roi, le seigneur qui avait le privilège de battre monnaie. Ensuite sont apparus donc les banquiers échangeurs, hein,
des orfèvres notamment, qui sont devenus des intermédiaires à la fois de crédit, mais ce sont aussi des commerçants en matières premières, en or et en argent. Oui, Et donc dans la lutte contre le pouvoir temporel de celui des seigneurs, la papauté, on ne le sait pas, en fait, a adopté une position, matérialiste, c'est-à-dire celle de la monnaie, donc celle des banquiers, changeurs. Et donc c'est ça, c'est à ce moment-là où il y a eu une bascule en quelque sorte. Mmh. Il faut savoir que les banquiers échangeurs justement, ils avaient une activité donc civile de banque, de crédit et une activité commerciale d'échange de matières premières, précieuses, l'or et l'argent. Il se trouve que ces 2 fonctions-là, a été créé, ce qu'on a appelé aujourd'hui, la ça y est, j'ai encore un trou. Je vous l'ai dit, oui, Non, mais oui, on en a parlé tout à oui. l'heure. Le fait qu'ils pouvaient prêter plus qu'ils n'avaient Ah en oui, réserve, oui, bien sûr. la Donc les lettres de change, non, 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 c'est pas ça dont vous voulez non, pas parler. l'usure, non, L'usure, oui, oui. non, c'est encore un autre terme. Bon, ouais, la réserve fractionnaire, pardon. Voilà, Le oui, système de réserve oui, oui. fractionnaire vient de cette possibilité que les banquiers avaient prise, de prêter plus d'argent qu'ils n'avaient en réserve dans leur coffre, parce qu'en raison des flux et des remboursements, ils pouvaient se permettre, ce genre C'est ce de qui a petites, causé les premières banqueroutes de avec les lettres. spéculation en fait. Mmh. C'est un modèle spéculatif qui a été développé par les banquiers changeurs, en raison de leur double activité de banque et de commerce. Mmh. Voilà. Parce que justement au niveau des lettres de change, c'était les premières monnaies, scripturales, et à un moment donné donc ces banquiers se sont rendus compte, que bon, ça permettait effectivement un flux important et ils ont donc produit plus de lettres de change que ce qu'ils disposaient en réserve et donc ça a créé une série de banqueroutes. On se souvient notamment, du banquier écossais Lowe qui était installé rue Quincampoix à Paris, où les gens se sont rendus là pour essayer de récupérer, leur or, leur, réserve et puis, l'autre est parti, il n'a pas pris, je dirais la poudre d'escampette, mais enfin c'était quasiment cela, quoi. Alors pour revenir un petit peu sur ce que vous expliquiez tout à l'heure, que la papauté avait pris, Mmh. la position favorable aux banquiers, il faut comprendre que c'était dans un contexte où, effectivement le pouvoir temporel donc des seigneurs et des rois, était, en opposition frontale avec le pouvoir, temporel du pouvoir spirituel, si je Mmh. puis dire, parce que c'est un pouvoir spirituel, mais organisé, bien, ici-bas, donc on peut quand même parler de pouvoir temporel quelque part. Donc dans le cadre de cette, confrontation, et dans l'objectif de limiter, peut-être certains excès qui avaient été, générés par les grands seigneurs qui battaient monnaie, en réduisant systématiquement, le montant d'or et d'argent qu'il y avait dans leurs pièces, ils ont été amenés à considérer que la monnaie était finalement la matière première qui la représentait et ça a généré un glissement conceptuel très important, vis-à-vis du concept monétaire qui est devenu finalement, un bien matériel alors que la monnaie est née en tant que concept comptable. La monnaie n'a jamais été, et elle n'est pas née en tant que, matière première. Du reste, dans le cours de l'histoire, les monnaies ont pris des formes très différentes et pas nécessairement, des matières, premières, de type, rare Mmh. et précieuses. Pour certaines tribus, il y a eu ça a été des coquillages, en Occident, ça a été aussi du bétail, enfin, donc la monnaie peut circuler de façon, formelle sous différentes formes et les biens précieux ne sont pas du tout indispensables à la monnaie. Néanmoins, les biens précieux sont indispensables aux banquiers qui veulent accaparer les monnaies parce que, du fait que ces matières sont en nombre limité, elles sont faciles à accaparer justement. Donc ça a été un des biais par lesquels, les banquiers se sont, accaparés le concept monétaire et l'ont transformé au fil du temps en simple bien matériel, circulant sur un marché et en particulier en biens, avec une haute valeur commerciale que sont, l'or et effectivement l'argent un peu moins rare donc l'argent c'est un je dirais un statut aujourd'hui un peu différent. Mais l'or effectivement se positionne dans ce cadre-là.
Et donc, c'est véritablement l'avènement des banques centrales. Ah, je crois qu'on va enregistrer le son du GSM. Donc, l'avènement des banques centrales a véritablement permis aux banquiers de retirer la souveraineté monétaire aux États. Et donc, c'est une perte de souveraineté politique. Oui, alors enfin, les seigneurs et les rois avaient pris l'habitude de faire des emprunts auprès des banquiers précédemment. Mais à partir du moment où les banquiers ont imposé l'existence d'une banque centrale qu'ils ont contrôlée, ça leur a permis une concentration du lieu de leur pouvoir, en fait. Ça leur a permis deux choses. D'une part, de faire endosser les pertes de leurs avoirs aux populations, puisque les garanties d'État ont été apportées. Donc, on est encore sur le modèle de la banque, de la Compagnie des Indes britanniques, donc le modèle ce qu'il faut comprendre aujourd'hui comme modèle du partenariat public-privé, le fameux PPP, mais également de concentrer le lieu de décision monétaire et d'investissement financier. Alors ça a été vrai au niveau de chacune des banques centrales, mais ça s'est aggravé en 1930 lors de la création de la Banque des règlements internationaux, qui a centralisé le pouvoir réglementaire des banques centrales elles-mêmes. Donc, nous avons un lieu de décision unique et toutes les banques centrales agissent comme des relais d'influence de ce lieu de décision qui est concentré au sein de la BRI par différents organismes. Alors, on va faire un saut historique parce que malheureusement, on ne sait pas parler de ça pendant des heures. On va parler maintenant de Bretton Woods et de la domination du dollar américain. Donc, rappelons que Bretton Woods, c'est une conférence internationale qui s'est déroulée en 1944 et on peut dire que c'est véritablement l'avènement, le démarrage de la domination américaine avec la monnaie verte, le billet vert, qui est devenu un petit peu l'étalon de référence à la place du métal précieux. Mais dès le départ, dites-vous dans vos livres, le système est vicié parce que le dollar américain est à la fois une monnaie nationale et également donc une réserve de monnaie, une réserve internationale. Mais la monnaie nationale, normalement, elle privilégie quoi? Ben, les exportations, alors qu'une monnaie de réserve internationale doit privilégier plutôt les importations. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une monnaie, pour qu'un État soit prospère, il faut que dans ces échanges commerciaux, il y ait plus d'exportation que d'importation. Dans la mesure où la monnaie devient une monnaie de réserve internationale, il faut qu'elle puisse circuler de façon libre dans le monde entier et qu'elle réponde aux échanges qui se sont développés. Or, les banquiers, de façon, comme on l'a vu tout à l'heure, ont utilisé le libre-échange comme une arme de guerre et donc ont utilisé aussi le libre-échange pour accélérer la chute du dollar. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Bretton Woods, contrairement un peu à ce que vous avez dit, mais c'est un peu un lieu commun et c'est important de le dire, c'est que Bretton Woods n'a pas marqué, ça a marqué à la fois l'avènement et l'explosion des États-Unis en tant que puissance dominante, mais ça les a également condamnés à mort. Parce que justement, Ils se sont tirés une balle dans le pied dès le départ, non? exactement. Et tous les grands banquiers internationaux savaient ça depuis de longue date, puisque la livre sterling avait elle-même servi de monnaie d'échange internationale. Et donc, ils avaient bien compris qu'une monnaie nationale n'était pas compatible avec une monnaie internationale, sauf à liquider en fait l'économie de la nation qui utilisait cette monnaie. Donc, effectivement, à Bretton Woods, Keynes ne préconisait pas le dollar, Non, mais c'était plutôt le préconisait Bancor, hein. le Bancor, Mmh. qui était un panier de monnaie. Oui. Donc, nous avons retrouvé en 1969 sous la forme un peu édulcorée des DTS. En fait, ce qui s'est passé, c'est que DTS, donc ça veut dire c'est les droits de droits de tirage tirage spéciaux spéciaux. que Mmh. le FMI a émis, mais en tant que enfin, en tant qu'unité de valeur, unité de mesure. Ça circulait pas comme une monnaie à l'époque. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, donc Bretton Woods a marqué à la fois le début et la fin de l'Empire américain. Et
Donc, je disais que, effectivement, donc, c'est le point de départ de la domination américaine à tous les niveaux également, puisqu'en fait, à un moment donné, quand ils ont Ah oui, commencé dans les non, années 60, oui, à sentir que ça oui, devient oui. très difficile à Non, oui, tenir, oui, avec une monnaie de réserve internationale, ils ont été obligés, de oui. décorréler, leur monnaie de l'or. Donc Bretton Woods, au Ouais. moment où Bretton Woods a eu lieu, les États-Unis étaient effectivement le pays le plus riche du monde. Mmh. Et donc, ils ont étalonné leur monnaie de façon naturelle sur leur richesse en or en particulier. Mais vous avez compris que effectivement, les banquiers internationaux qui étaient derrière l'Empire américain, savaient très bien que cette monnaie ne tiendrait pas. Et ils ont, de façon assez malicieuse, accéléré la chute de cette monnaie pour aboutir, eux, à leur gouvernement mondial, hein. Aujourd'hui, on parle la grande réinitialisation avec un gouvernement mondial. Ils avaient cette intention dès le départ. Et en accélérant, si vous voulez, le libre-échange, les capacités de développement d'échanges internationaux, en particulier avec l'OMC en 1994, ça a effectivement porté un coup fatal au dollar. Ça a accéléré la décadence de l'Empire américain et du dollar. Donc, à partir de cette époque, l'élite apatride, l'élite bancaire apatride s'est séparée violemment des intérêts impérialistes américains géocentrés, c'est-à-dire patriotiques. Euh, et nous avons assisté depuis à une lutte intestine entre ces deux types d'élites financières et à tendance hégémonique qui n'en finit pas de montrer ses, 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 ses effets. Enfin, Donc on a les globalistes d'un côté et les, on a les globalistes qui sont les banquiers apatrides et disons qui fonctionnent sur le mode nomade avec les élites patriotiques géocentrées et qui sont plutôt de type sédentaire qui existent dans chacun des pays. Alors je dirais qu'en Europe, la manifestation de ça, ça va être probablement l'éclatement de l'Union européenne parce que effectivement l'Union européenne était l'alliance était le résultante de l'alliance de ces deux entités. Donc les tensions qui se manifestent aujourd'hui, qui existent également sur le continent européen, continent américain, pardon, parce que effectivement ce continent a été aussi le lieu d'une alliance entre ces deux entités, va faire en sorte que toutes les structures qui ont été le résultat de cette alliance risquent de voler en éclats. Sans compter les problématiques d'appauvrissement considérable des sociétés occidentales qui sont toutes liées très intimement au dollar et qui sont toutes finalement considérées comme des colonies de la domination du dollar. Alors, oui, d'autant plus que l'intervention, dans les économies et notamment européennes, ont été également, la base, par exemple, de l'instauration de l'institution, par exemple, comme l'OTAN, Alors, je heu voulais juste revenir mmh sur le lien que vous avez fait entre l'or, le dollar. Donc, Oui, à donc un moment en de développement 71, des échanges, le mmh dollar était circulé de façon trop importante. Il y oui, avait trop de dollars en circulation pour continuer, enfin, pour garder la fiction de l'étalonnage par l'or. Donc, à un moment, Nixon a pris la décision de décorréler le dollar de l'or. Mais c'est pas une décision arbitraire. non, bien sûr. Il n'avait pas le Mmh. choix en fait. Sinon le dollar perdait son statut. Les gens à l'international, la confiance internationale n'aurait pas pu continuer. Mmh. Donc temporairement, il y a eu un étalonnage, un double étalonnage, un peu or et pétrole, beaucoup pétrole. Et puis à un moment, les échanges internationaux se développant de façon considérable, avec notamment la fédéralisation de l'Union européenne qui s'est développée avec les règles de Maastricht, Lisbonne, etc., l'OMC. Ce développement des échanges a fait qu'à un moment, les matières premières n'étaient plus suffisantes pour garder la corrélation avec la monnaie, le nombre de dollars en circulation. Donc il a fallu, et c'est là où on rentre dans un sujet qui devient difficile aujourd'hui, il a fallu créer des actifs. En fait, c'est une sorte d'alchimie, de création des actifs à partir de rien. Et en Actif particulier, artificiel, ils ont véritablement, réussi oui. à transformer des dettes, enfin des créances douteuses, ce qu'on appelle des créances douteuses, c'est-à-dire des créances irrécouvrables Mmh. en actifs tangibles via le système de la titrisation.
et les actifs synthétiques qui ont proliféré un peu partout, sans compter évidemment toute la spéculation et la finance de l'ombre. Donc tout ça est lié en fait à la dégradation du statut de la monnaie dollar en tant que réserve utilisée à l'international. Donc on arrive vraiment là au stade de la financiarisation de l'économie. On arrive au On est stade, dans oui, un enfin, domaine où finalement la finance est totalement virtuelle. Ce qui est curieux, c'est c'est-à-dire, que on par appelle ça rapport... financiarisation, Oui, mais sous-tendu par aucune richesse réelle. Ce sont oui, c'est des ça. lignes Oui, d'écriture et surtout un vaste système de Ponzi, oui. de spéculation. On arrive aujourd'hui quand même avec le quantitative easing, c'est justement là où Oui. où je voulais revenir, là où je voulais Mhm. en revenir sur ce sujet. Le sujet du quantitative easing, en réalité, et ça je remercie une brillante économiste suisse d'avoir mis vraiment le doigt précisément là où ça fait mal, c'est que en réalité, le quantitative easing, ce n'est pas de la création monétaire. Non, non. C'est l'organisation d'un vaste système de Ponzi, une fuite en avant qui consiste pour les banques centrales à financer les grandes banques d'investissement international en reprenant leurs actifs plus ou moins valables, donc en reprenant en pension leurs actifs, et pour pour les banques centrales à se financer par des emprunts qu'elles font auprès de ces mêmes grandes banques euh, internationales. Donc en réalité, c'est un échange, on est là dans un système de pure spéculation qui n'est plus corrélé par aucune activité, aucune création de richesse, et qui est une fuite en avant euh, qui ne pourra pas durer éternellement. Donc de toute façon, là, on arrive dans les mois qui viennent au dénouement de ce système de Ponzi, avec un appauvrissement très, très certain de toutes les populations occidentales. Justement, par rapport à ça, j'ai été un peu écouter l'oracle. C'est pas l'oracle de Delphes, c'est l'oracle d'un certain Jacques Attali. Et c'est un article, un papier qu'il a pondu, qui est sorti le 12 avril, donc c'est très récent. Il nous parle une immense crise financière menace. À moins d'agir vite, elle frappera probablement au cours de l'été 2023. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de lire ces conclusions finales. Elles sont assez cocasses. Je me permets de... C'est très court, je me permets de les citer. Il dit comment l'éviter. Il y a à cela 4 solutions. Des économies radicales dans le même mode de développement qui ne feront pas créer de la misère ou de la violence, une relance budgétaire et monétaire qui ne fera que reporter l'échéance, la guerre qui conduira au pire avec peut-être le moyen d'ouvrir des opportunités pour les très rares survivants, et enfin une réorientation radicale de l'économie vers un mode de développement nouveau, avec un tout autre rapport à la propriété des biens de consommation et du logement, réduisant à la fois l'endettement et l'empreinte climatique. Là, ce sont tous les fantasmes de Davos. Oui. Et alors, il termine en disant, naturellement, rien n'est préparé pour le mettre en œuvre. Et si on le fait, peut-être un jour, ce sera vraisemblablement pas à la place de la catastrophe, encore parfaitement habitable, mais après qu'elle aura eu lieu. Donc, Oui. Enfin, il faut bien comprendre que de toute façon, lorsque cet événement monétaire, je ne sais même pas si on peut appeler ça une crise, hein, parce que c'est vraiment une folle course en avant, purement spéculative, va se résoudre. Il est certain que ceux qui tiennent aujourd'hui les monnaies, les dominants économiques, ne pourront sortir du système qu'en mettant la main sur tous les actifs publics et privés. C'est-à-dire que ils ne pourront avoir de valeur vis-à-vis de leurs contradicteurs internationaux, et en particulier, là, on pense à l'émergence des BRICS, avec la Chine en tête de pont, et puis ensuite la Russie, et puis l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, enfin tout l'Inde, y compris l'Iran, etc. Tous ces pays qui sont en voie de réelle, pas émergence, mais développement considérable au niveau économique. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, ils sont les premiers en termes de puissance économique. oui, d'autant plus que par rapport à un mode occidental qui a donc un système de finances totalement
Ouais, artificielle, là, c'est quand même encore des économies ouais, basées sur des matières premières, le pétrole, mais également l'or, mais également les ouais. terres rares Donc et là où cetera. je voulais en venir pour, rebondir sur ce Mmh que mh. Jacques Attali explique, c'est qu'en réalité, ce qu'il explique, c'est qu'il est en train de préparer, en fait, le terrain, à ce qui est une disparition de la propriété privée, qui sera prise en otage, enfin qui sera sous contrôle, de propriétés économiques, des grands, détenteurs de capitaux, de ceux qui vont gérer la monnaie, qui sera, gérée, par, les big tech, hein. On parlera peut-être plus de banque centrale, mais ça sera le même système puisque les dominants resteront les mêmes, sauf que, ils vont, adosser, leur puissance sur vos biens, personnels, en fait. À Et commencer nous par la sommes déjà pris en disparition. otage parce que, à Mmh. partir du moment où vous avez l'obligation d'avoir un compte bancaire, on est déjà quelque part, enfin, je veux dire, c'est écrit. Il y a pas de possibilité d'échapper à ça, à moins de reprendre le contrôle politique de nos États. Oui, donc c'est la disparition de l'argent public. C'est également, la mise en place de ce qu'on appelle les central bank digital currencies. Et c'est surtout Donc la c'est disparition des libertés publiques oui, et privées et en y compris de la parallèle. liberté Mmh. de penser, donc ça ira très loin cette histoire. Alors justement, pour contrer, l'oracle, quelles sont, les propositions, les solutions que vous proposez? Si je reviens par rapport à la nouvelle entreprise, vous parlez de participation notamment. Vous dites que l'entreprise a en fait une fonction d'organisation sociale et que le fait économique reprendrait toute sa place au sein d'une collectivité humaine. Vous dites même, à un moment donné, ces institutions sont chargées d'un service public. Le service public du développement économique qui suppose un développement des interactions sociales permettant à une collectivité de se développer. Absolument, bah, ça c'est le rôle de l'économie et ça a toujours été, le rôle de la monnaie, de permettre ce genre de développement. Jusqu'à ce que cette dernière soit accaparée par des intérêts privés qui ne permet plus justement, d'alimenter, ce type de circuit, qui a été à l'origine de la création monétaire. Donc effectivement, c'est ce que je préconise. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où ce système dit capitaliste s'est développé de façon excroissante, on a assisté à une, privation en fait de statut. Toute une partie des participants à l'entreprise, ceux qui apportaient leur travail au quotidien, ont été privés du statut de décideur. Ce statut a convergé dans des mains de ceux qui apportaient les capitaux. Donc, en dernier recours, les banquiers, puisque c'est bien eux qui fournissent le crédit. Donc, il faut comprendre que ça, c'est une anomalie de l'histoire. Ça n'aurait pas dû exister et ce n'était pas écrit au départ. Ça a été écrit parce qu'il y a eu ce développement hégémonique des banquiers qui ont créé les règles à leur mesure. Mais on peut revenir sur cette bifurcation qui a mal tourné finalement. Il n'est pas question de nier que l'économie, une économie, pour se développer, pour prospérer et pour créer de la richesse, une société a besoin de monnaie, mais cette monnaie ne doit pas servir à enrichir uniquement les banquiers, parce que c'est ce qui s'est passé et on voit que c'est totalement, conflictuel avec le développement d'une civilisation. Donc pour revenir sur ça, il faut impérativement rétablir l'équilibre, en tout cas l'équilibre, de sens et de forme, de statut entre ceux qui apportent des capitaux pour le développement d'une activité et ceux qui apportent leur travail. Donc à partir du moment où vous rétablissez l'équilibre entre ces deux acteurs de l'activité économique, les problèmes se résolvent, en grande partie d'eux-mêmes. D'autre part, effectivement, c'est lié aussi, à l'accaparement de la monnaie puisque à partir du moment où vous rendez aux acteurs, une partie des acteurs économiques leur statut, vous comprenez bien qu'ils ne prendront pas nécessairement les décisions que les décideurs économiques prennent aujourd'hui pour faire plaisir à leurs apporteurs de capitaux puisque eux, seront les représentants d'intérêts, divergents. Donc tout ça, c'est une mécanique à prendre en compte et à réinvestir, de façon à réinvestir le sens politique de l'entreprise. Alors aujourd'hui, j'insiste quand même beaucoup là-dessus, le capitalisme, des parties prenantes, prétend, réinvestir l'entreprise dans, le sens commun, dans, l'organisation commune. Mais, l'entreprise a toujours été un élément de l'organisation, du système, économique et du système politique, évidemment, puisque c'est la façon, que les sociétés ont trouvé, enfin les sociétés politiques ont trouvé pour développer les richesses, qui étaient autour d'elles. Donc,
c'est une imposture de prétendre que le capitalisme des parties prenantes, va faire mieux que ce qu'aurait fait un capitalisme plus égalitaire, au départ. Donc effectivement, je milite pour, réinvestir l'égalité statutaire entre les différents participants dans l'entreprise, qui s'inscrit de toute façon, en droite ligne de ce qu'était le droit continental, traditionnel, qui était non pas au service, uniquement de la caste des banquiers, mais qui était au service du bien commun, c'est-à-dire développer le groupe, développer, la capacité du groupe justement à se développer, ce qui développe paradoxalement également les intérêts individuels, mais pas exclusivement. C'est-à-dire que l'individu ne se développe bien qu'au sein d'un groupe développé. Et on le voit aujourd'hui, le groupe qui se rétrécit, les individus ne sont pas dans le meilleur état de développement. Donc, en fait, les deux, l'individu sans le groupe n'est rien, le groupe sans l'individu, c'est le communisme. Moi, je préconise une troisième voie, c'est-à-dire l'individu développé au sein d'un groupe développé. Et ça, c'est la voie effectivement de la participation qui, je le rappelle, est un concept qui a été développé au XIXe siècle par la doctrine sociale de l'Église à l'époque où elle existait, et qui a été repris de façon laïque par des grands juristes et en particulier René Capitan, Vallon aussi, qui était pas juriste mais qui travaillait dans cette direction avec Capitan, qui ont été des éléments laïques de cette forme équilibrée de développement économique. Évidemment, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça n'a pas vraiment plu aux banquiers et je dirais qu'au moment où le CNR en France a pu se mettre en œuvre, toutes les le programme du CNR a quasiment été repris en totalité, à l'exception justement de la participation, parce que ça aurait généré un renversement du rapport de force au sein même des sociétés au sens politique du terme, hein, qui n'aurait pas permis le développement hégémonique que nous connaissons aujourd'hui, qui a prospéré avec les instances européennes, etc. Donc, je dirais que c'est un élément fondamental du changement de paradigme, le changement de forme de l'entreprise, la participation que j'ai, moi, élaborée sous la forme de la nouvelle entreprise, mais c'est une participation qui est, disons, modernisée, hein, parce que les enjeux ont un peu été modifiés, mais le sens profond de la réforme est resté le même. Et pour éviter justement aussi les groupes de sociétés dont on parlait tout à l'heure, il est important également de limiter, l'objet social. C'est-à-dire que, c'est du coup, on évite des phénomènes de prédation, de Bien sûr. concentration des activités en quelques Oui. mains. Dans la nouvelle entreprise, effectivement, l'objet social est beaucoup plus clairement déterminé, mais il n'y a pas seulement ça, il y a une transparence totale, des participants, une limitation, des types de supports, enfin, c'est-à-dire des sites d'activité, une limitation, des capitaux investis, enfin, tout reprend une taille humaine, c'est-à-dire que, la nouvelle entreprise est à la taille d'une PME et n'est plus, adaptée et interdit les gros conglomérats économiques, qui sont, aujourd'hui, le fléau de l'humanité, si je puis dire. Parce que vous savez que les PME ont été tout inféodées, à ces intérêts économiques supérieurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de PME qui évoluent sur un marché libre et autonome. Elles sont souvent, des sous-traitants, de ces grosses entités. Oui, parce que justement, donc, on retrouve une sorte d'économie de marché classique, Absolument. qui a dérapé, hélas. Par exemple, ici, en Belgique, quand je suis né en 1960, 80 des biens qui étaient consommés, provenaient de Belgique et 20 étaient venus de l'étranger, essentiellement des pays limitrophes. Aujourd'hui, je crois que c'est bien plus que 80 de pays de produits qui viennent de l'étranger Bah oui, nous, on a et été surtout de pays à bas coût. nous sommes des pays largement, importateurs. Alors également, donc la réforme, ça c'est au niveau de l'entreprise, mais il faut également une réforme au niveau, je dirais, de l'État ou de la gestion, Ben, publique. en fait, tout va ensemble puisque je vous ai Mmh. expliqué que la formalisation de l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui a été, justement, élaborée, pour, répondre aux besoins hégémoniques de ces détenteurs de capitaux qui, avaient émergé en tant qu'entité politique. Donc, effectivement, la réforme de l'entreprise, ne peut pas aller, toute seule. En fait, elle doit s'accompagner d'une réforme, non seulement du droit,
pour retrouver un état de droit, c'est-à-dire avec des règles de droit naturel, mais également, d'une réforme de l'organisation de la société, qui permette aux intérêts, divergents qui traversent une société politique de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par le biais des partis politiques. Et donc, au contraire d'une constitution, dans votre site Révolu Droit, vous parlez tout d'abord de la charte des valeurs. Donc c'est donc une sorte d'élément de texte fondateur, Mmh. à portée juridique, qui encadre tous les aspects de la vie, donc aussi bien public, privé, professionnel, social, économique. Oui, en fait, c'est une enfin, c'est quelques règles qui peuvent paraître, tout à fait élémentaires, mais qui sont des règles, tirées des fondamentaux du droit naturel de protection du vivant et de protection du groupe, qui permettront, d'être sanctionnées donc en justice et toute atteinte à ces valeurs, en fait, ce ne sont pas des règles de droit stricto sensu, ce sont des valeurs, fondamentales. Toute atteinte à ces valeurs sera, l'équivalent d'une atteinte à la sûreté de l'État. Donc en réalité, on fait basculer à nouveau l'État vers, quelque chose qui a du sens, au niveau, de l'humain, enfin de la pérennité de l'humain sur terre et qui a du sens au niveau de la pérennité, du groupe, en tout cas de la capacité du groupe à prospérer. Alors, il y a également un élément important, ce sont les collectifs citoyens. Vous dites que c'est un organe de transition, mais qui pourrait persister ensuite. Est-ce que c'est peut-être un moyen pour permettre à des personnes qui déjà aujourd'hui sont acteurs du changement, sont déjà en train de faire un pas de côté, sont en train de se constituer une société parallèle à tout niveau, aussi bien au niveau économique, au niveau monétaire avec les monnaies locales, avec la June, au niveau éducatif avec les écoles à la maison? Est-ce que les collectifs citoyens permettraient justement la transition vers un nouveau modèle politique? Alors, la transition vers un nouveau modèle politique relève plutôt des groupements d'intérêt, Mmh. c'est-à-dire de la initialisation des corporations de l'Ancien Régime, mais beaucoup plus élargie, c'est-à-dire qu'avant ça s'appliquait simplement à l'artisanat et au commerce. Je l'étends à toutes les activités humaines, c'est-à-dire pas seulement celles, qui ont pour vocation de générer des bénéfices, mais qui ont vocation aussi à développer le groupe, à élever le groupe, comme l'instruction, Oh, comme, oui. Donc les arts, il y a 3 le sport. groupes, groupements d'intérêt donc. Oui, il y a Il y 3 a grandes Oui. catégories de groupements d'intérêt, donc groupement Mmh. d'intérêt commercial, Ouais. civique et spirituel. Et les collectifs citoyens, s'inscrivent plutôt dans le cadre qu'on connaîtrait vaguement aujourd'hui, sous forme de conseil municipal. C'est-à-dire que les collectifs citoyens seraient le support, social sur lequel les maires s'appuieraient pour, prendre leurs décisions et élaborer, les problématiques, qui relèvent de la commune. Donc de façon transitoire, effectivement, ces collectifs citoyens peuvent servir, de groupe intermédiaire, de corps intermédiaire, heu plus ou moins politique pour amener, des problématiques, au niveau de la commune, enfin en tout cas de la faire émerger au niveau politique des problématiques qui échappent aux partis politiques, donc que ce soit sur l'enseignement, sur, la circulation monétaire et cetera. Mais, j'insiste beaucoup, tout ce processus actuellement en cours, ne saurait pas formaliser un État. Ce qui formalise un État, c'est un processus d'ensemble, tel que celui que je décris dans Révolu droit, parce qu'une fois de plus, il y a une coordination entre tous les éléments et il y a comment dirais-je? Une simulation, enfin une stimulation de chacun des Oui. éléments les uns avec les autres. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, les groupements d'intérêt à vocation morale et spirituelle. Moi, j'avais un petit peu une crainte, je me dis: «Mais oh là là, mais ça veut dire que, par exemple, il pourrait y avoir une mainmise, heu, du Vatican d'un côté, de l'Arabie saoudite avec le wahhabisme de l'autre, Mmh. peut-être du Congrès mondial juif et Alors donc qu'il y ait des entités qui prennent corps, au niveau de ce groupement d'intérêt». Alors, je précise, que dans le cadre de Révolu droit que je propose, il ne s'agit pas, comment dirais-je? De créer des religions où, il s'agit pour la population, en fait, et ça peut être des relais d'influence pour effectivement les grandes religions installées, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui les grandes religions
toutes ont été subverties par le principe de l'hégémonie financière et que, néanmoins, derrière cette hégémonie, il y a un besoin, des populations de trouver du sens à l'existence et que ça transcende tous les aspects, de la domination, spirituelle, en tant qu'entité organisée et cetera. Donc ça peut être un relais d'influence, mais pas seulement. Je dirais que, les groupements, à vocation spirituelle, c'est, le développement, de la philosophie, c'est, le développement, de considérations morales et c'est surtout, des groupements qui seront là pour permettre à l'individu de se situer dans son environnement et de donner du sens à sa vie. Il pourra adhérer plus ou moins à tel ou tel, groupement. Ces groupements pourront être des relais d'influence des grandes, pardon, religions établies, mais pas seulement. Je dirais voilà. Donc effectivement, il y a toujours des risques, de dérapage, mais j'ai envie de dire, au niveau des religions, le dérapage, il est déjà acquis, quoi. C'est pas Révolu droit qui va le générer, enfin. Alors 2 dernières choses, on parle aussi du principe de subsidiarité et donc ça, c'est important également à le savoir parce que l'Union européenne en parle tire à l'arigot, mais c'est pas du tout la même, subsidiarité. Non. C'est-à-dire c'est une subsidiarité ascendante, alors que la Commission européenne parle d'une subsidiarité descendante. Absolument, Oui. j'ai repris le concept initial de la subsidiarité tel que décrit, par justement, par, le droit naturel et les penseurs, du droit canon, puisque c'est eux qui sont à l'origine de ce principe. C'est-à-dire que, les décisions doivent être prises au niveau où elles se posent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de référer à des entités supérieures pour prendre une décision de terrain et chaque, responsabilité afférera au niveau qui lui incombe et donc c'est tout le principe de la subsidiarité que je préconise. Sachant effectivement que, la subsidiarité en droit européen, part du haut pour descendre. C'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas des compétences, des instances supérieures, relève des compétences du bas. Donc non, On est c'est encore à vraiment une l'envers. inversion du Ouais. sens profond, Mmh. de ce qu'était le principe de la subsidiarité. Et alors, toute dernière chose, on va parler également du mandat impératif. Donc, donc ce sont les contours, les moyens de la mission qui est portée par le mandat, qui doivent être vraiment définis précisément pour éviter donc toute dérive comme Pour permettre une et responsabilité, une tout simplement. responsabilité. Oui. Je précise que, dans le cadre du parlementarisme représentatif, le mandat impératif est impossible parce que, lorsque vous élisez un député, il a tout loisir de voter sur n'importe quel sujet. Vous ne pouvez pas limiter son acte, son action à tel et tel sujet. Donc en réalité, c'est vrai que dans la Constitution française, enfin ce qui sert de Constitution française, multiplement réformée, qui n'a plus rien à voir avec celle de la Ve République, je le précise. Dans le cadre de cette constitution-là, ils ont interdit le mandat impératif. Mais en fait, le mandat impératif n'est pas possible dans le cadre, sauf à considérer que, il y a un mandat impératif de la part des partis politiques et ça, c'est vrai. Mais il ne dit pas son nom et il a continué à prospérer bien après l'interdiction du fameux mandat impératif. Donc il ne s'agit pas de ce mandat impératif-là. Le mandat impératif dont il s'agit, et qui est le vrai mandat impératif, c'est celui qui est contrôlable par les gens qui élisent, ceux qui portent au pouvoir le représentant et ça sera, à tous les niveaux et en particulier dans Révolu droit, ça se manifestera dans, les représentants qui seront, déterminés par chacun des groupements d'intérêts, mais aussi au niveau, de l'élection, des ministres et du chef de l'État, le rôle, la fonction de chacun est clairement, précisément défini. En cas au cas où la personne, le représentant outrepasse sa fonction, il est, automatiquement révoqué. La fonction révocatoire est implicite au mandat impératif. Oui, Voilà. donc disons que toutes les autres caractéristiques, bon, je vous invite effectivement à consulter le site révoludroit.fr et Révolu droit, c'est pas révolution par le droit, c'est réforme Rénovation, et rénovation et évolution. évolution. Et Voilà. effectivement, Révolu droit, ça sonnait bien, mais il ne faut pas confondre avec révolution. Et donc en complément également, je vous invite à écouter le futur podcast que nous allons réaliser demain, qui, va vous donner des informations donc, supplémentaires par rapport à tout cela. Mais voilà, je crois qu'on a fait une partie du tour. Je suis désolé parce que forcément, on aurait pu en parler pendant des heures, il y a tellement de sujets. On a dû survoler certains,
Mais en tout cas, je vous invite également à lire les livres de Valérie Bugeaud. La plupart sont également sur le stand de notre partenaire libraire, donc le Maupassant. Et donc maintenant, je vais passer alors la parole au public si certains ont des questions. Si. Je crois qu'il y a une monsieur au fond là-bas qui était très motivé. Ok, oui, pardon. Moi, je vois de loin là, sur l'estrade. Merci. On parle beaucoup de l'unicoin, unicoin en ce moment. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et est-ce que vous nous confirmez que l'agenda s'est accéléré? L'agenda de la monnaie cashless, enfin la monnaie numérique. Bah, il est inéluctable en accéléré. fait. Cet agenda est inéluctable. Il est lié à l'évolution de la chute du dollar. Maintenant, oui, Unicoin est sorti. Il a été présenté comme la monnaie du FMI. Le FMI a fait une allocution pour dire qu'il n'était pas concerné. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, il est évident que ça relève quand même de l'ingénierie sociale, du fait de nous préparer à l'arrivée de cette monnaie conditionnelle, hein, parce que numérique, c'est un bien grand mot. On a déjà des monnaies numériques aujourd'hui. Mais effectivement, celle-là sera très limitante dans l'accès, dans la liberté d'accès à la ressource monétaire pour les individus et les entreprises. Donc on peut parler d'une monnaie conditionnelle. Donc cette Unicoin, je ne miserai pas plus que ça dessus. Je pense que de toute façon, ce qui va se produire, c'est enfin, mon avis, je peux me tromper, hein, c'est que la monnaie nord-atlantique, enfin, l'Amérique du Nord et de l'Europe sera, je pense, quelque chose qui va fusionner sur, évidemment, le dos de la propriété privée et publique, évidemment des actifs publics et privés des citoyens de ces deux malheureux continents. Et que sa valorisation sera peut-être évaluée dans le cadre de DTS, lesquels comporteront d'autres monnaies, comme peut-être la monnaie chinoise, la monnaie russe et d'autres monnaies émergentes. Voilà comment je vois les choses. Une fois de plus, je peux me tromper, j'ai cassé ma boule de cristal, mais c'est ce qui me semble le plus cohérent. Sachant d'autre part que toutes les banques centrales travaillent depuis quand même plusieurs mois à l'élaboration de monnaies digitales. Donc, effectivement, je confirme que l'agenda se raccourcit, enfin que tout s'accélère. Quant à Unicoin, pour moi, c'est plutôt un hameçon qui a été lancé, mais je ne suis pas certaine que ça sera la monnaie de notre asservissement final. Comment voyez-vous l'avenir des pays européens qui ne sont pas dans la zone euro, qui ne dépendent pas donc de la Banque centrale européenne? Ils devront se rapprocher, je pense, à un grand groupe de monnaie. Je ne vois pas comment ils pourront. Enfin, ce sont des États qui sont petits, qui n'ont pas de suffisante substance ou surface financière, à mon avis, pour perdurer dans le cadre des DTS. Maintenant, est-ce que les DTS verront vraiment le jour? Ça dépendra plutôt des pays comme la Chine et la Russie, qui, à mon avis, ne sont pas forcément très enclins à vouloir continuer avec un organisme dont les règles du jeu appartiennent à disons, à cet élément de monétaire global qui s'était cristallisé autour du dollar. Maintenant, s'ils en prennent les rênes, c'est-à-dire que si le FMI évolue de sorte que les véritables dirigeants, ceux qui décideront à l'intérieur du FMI, seront beaucoup plus équitablement répartis, et en particulier relatifs à la véritable création de richesse des pays,
peut-être que les DTS verront le jour. Maintenant, ces petits États européens devront a priori, enfin, je vois ça plutôt comme ça, se rattacher soit donc à ce moment-là à cette nouvelle monnaie, soit ils seront rattachés d'office, ou soit peut-être pourront éventuellement faire le choix de se rattacher à une autre monnaie. Je ne sais pas comment concrètement ça pourra se passer. Ça dépendra beaucoup des dirigeants des 10 pays, savoir quelle influence ils voudront subir plutôt que telle autre. Maintenant, penser qu'ils pourront rester indépendants, ça serait possible, à mon avis, si tous les pays européens reprenaient leur indépendance politique. Maintenant, dans le cadre où nous assisterions à une fusion monétaire entre l'Amérique du Nord et l'Europe, à ce moment-là, je verrais leur situation beaucoup plus compliquée. C'est mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. J'ai lu dernièrement que vous n'étiez pas favorable à cette théorie sur la fraude du nom ou la reprise de souveraineté. Donc, je voudrais avoir votre avis. Pourquoi? Parce que vous dites en même temps aussi que le droit européen en Europe est quand même attaqué. Et donc, oui. Donc, comment on s'en sort? Parce que finalement, les personnes qui reprennent leur souveraineté semblent quand même garder ce qui leur appartient. Oui. Voilà. Alors, je suis systématiquement harcelée avec cette question sur laquelle je me suis prononcée des milliers de fois. Donc, cette question a tendance à m'irriter profondément. Je vais rester calme quand même. Je vais vous répondre la chose suivante. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous attaquer. Maintenant, lorsqu'on vous attaque, la moindre des choses, c'est d'essayer de se défendre. Vous n'allez pas vous défendre en utilisant les armes que l'adversaire vous propose. La fraude du non légal, ça vient du système anglo-saxon et ça vient du système de l'amirauté. La fiducie, l'état civil assimilé à une fiducie n'a jamais eu cours en droit continental. Donc c'est une erreur majeure qui n'existe pas d'ailleurs juridiquement. L'état civil en droit continental n'a jamais été une fiducie. Je rappelle quand même que en France, la fiducie n'est arrivée qu'en 2007. L'état civil existe depuis le Moyen Âge. Donc non, l'état civil n'est pas une fiducie. Donc si vous voulez vous défendre, utilisez les armes de votre propre droit. En l'occurrence, l'arme fatale pour sortir de tout ça, c'est de faire acter et reconnaître, et ça ne pourra se faire que malheureusement par le rapport de force, parce qu'effectivement, tout a été instrumentalisé au profit des puissances financières, sans pour autant impliquer que le droit de l'amirauté s'appliquait sur nos territoires. Eh bien, ça ne pourra se faire qu'en faisant acter le fait que les États sont devenus des abus de droit international public. Voilà, donc c'est l'abus de droit. La solution à tout ça, c'est faire acter l'abus de droit et revenir à nos sources. Est-ce que je réponds à votre question? Merci. Bonjour. Ne croyez-vous pas que la faillite de Crédit Suisse, la banque la plus importante au monde en ce qui concerne la gestion des fortunes, fait partie d'une évolution géopolitique, puisque c'est pratiquement l'Arabie Saoudite qui était le principal actionnaire et qui avait refusé de participer à l'enrichissement du capital de Crédit Suisse, qui a décidé cette faillite. Oui, le système financier, de toute façon, est très impliqué. De toute façon, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, je dirais, parce que potentiellement, toutes les grandes banques sont en faillite, étant donné le système disons de spéculation, le niveau de la spéculation qui est en jeu aujourd'hui dans le système financier international. Donc, c'est vrai que Crédit Suisse, c'est parti de ça, mais ça aurait pu partir d'ailleurs. Derrière Crédit Suisse, il y a quand même la Deutsche Bank, qui est une autre grosse affaire, n'est-ce pas? Si la Deutsche Bank tombe, le système s'effondre. Donc, Crédit Suisse, ils ont cherché finalement un repreneur. Enfin, c'est toujours que des rustines, hein. Crédit Suisse repris par UBS, avec évidemment une violation permanente, comme ils ont pris l'habitude, de toutes les lois en vigueur. Enfin, on voit bien là que c'est les derniers tours de magie possibles pour faire tenir encore quelques mois un système financier qui n'est plus du tout viable. Je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, mais
effectivement, tout ça est imbriqué. Et puis, effectivement, la hausse des taux, tout a joué, en fait. De toute façon, il n'y a plus rien qui tient vraiment la route, hein. Il n'y a plus aucune grande banque internationale qui tienne la route. En raison, justement, du niveau de spéculation qui a eu cours ces dernières décennies. Et en raison du fait que les actifs ne sont plus des actifs. Tout est falsifié, en fait, hein. Et puis, de toute façon, il y a également tout ce Et qui puis, est hors hedge bilan. fund. Et puis, il y a le bilan, puis il y a le hors bilan. Donc, je sais pas. Et il y a également tout ce qui est hedge fund, fonds divers et variés, qui sont véritablement ce qu'on appelle du shadow banking, qui est encore plus important d'ailleurs. Bah oui, parce que c'est les nécessités de la spéculation, ça peut pas se faire en bilanciel, donc ils vont utiliser des moyens détournés. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui explique des choses complexes assez simplement. Donc ça, c'est vraiment bien. Attendez. Je suis pas toujours aussi sympa. Donc j'ai 2-3 remarques et une question, somme toute assez simple, pour terminer. Alors la première, c'est, je vous avais vu intervenir, lors d'une intervention, je vous avais vu décrire un petit peu le rôle de la BRI. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Peu de gens savent ce que c'est et ce à quoi elle sert. Donc, à la limite, si je peux vous demander de prendre quelques secondes pour déjà un petit peu en parler. À la limite. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que je vous rejoins pas particulièrement lorsque vous dites qu'à un moment donné, le capitalisme a pris une mauvaise direction. Je fais partie de ces personnes qui pensent que le capitalisme, par essence, est anti-humain et qu'il ne pouvait pas en être autrement que la destruction qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que de l'argent propre, une banque propre, pour moi, n'existe pas, ne peut pas exister. Parce que vu que c'est l'extorsion de plus-value par ce qui n'est pas payé aux travailleurs qui fait que le système peut se développer. Donc, oui, mais vous comprenez bien, là, vous parlez de travailleurs. Oui. D'accord. Donc, Oui. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis justement, ça aurait pu prendre une autre voie. La voie qu'elle a prise, effectivement, est une impasse. Je vous rejoins là-dessus. Sauf que ce que j'explique, c'est que ce qu'on appelle capitalisme aurait pu signifier autre chose que ce que ça signifie aujourd'hui. Le capitalisme, c'est pas la définition, c'est pas synonyme d'usure. Le capitalisme est synonyme on utilise de l'argent pour développer des richesses. Alors, effectivement, on peut utiliser de l'argent pour développer des richesses, mais à condition que cet argent ne devienne pas prédateur des richesses. Donc c'est tout un système économique derrière. C'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la formation, la forme de l'entreprise, c'est le statut des gens qui travaillent dans l'entreprise. On ne parle plus de travailleurs dans le système que j'évoque. Je comprends, mais à un moment donné, la création de valeur commence à la petite échelle. Oui. Donc, pour moi, je fais partie de ces personnes, je terminerai sur ça, que dans le premier acte de Troc, il y avait déjà Wall Street en devenir, si vous voulez, dialectiquement. Mais voilà, pas du tout. Le troc, peut-être. c'est un échange. Oui, mais il y a toujours justement, un rapport de force dans dialectiquement l'échange. parlant. Oui, il y a un rapport de force dans l'échange. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais si vous voulez, à partir du moment où les lieux de pouvoir ne sont pas concentrés, le rapport de force peut changer. Vous pouvez échanger quelque chose avec votre voisin et être dans un rapport d'infériorité à un moment donné, et puis la semaine d'après, être dans le rapport inversé de supériorité avec la même personne avec qui vous échangez autre chose. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de fluidité dans le mouvement et dans les flux, ce qui change tout, en fait. Je vois ça plutôt comme une lutte permanente. Mais pas de problème. Ma question. La lutte, c'est la vie. Oui. Non, mais pas de problème avec ça. Oui. Juste dernière question. Justement, c'est la première fois que vous venez en Belgique. Et moi, je voulais savoir, avec tout le concentré d'études qu'il vous a fallu pour écrire tous vos bouquins, dont j'en ai un, je suis super content. Qu'est-ce que vous pensez, quel regard vous posez sur la Belgique en général, par le lieu de ces institutions, donc autant communauté européenne, et de la gestion, en fait, j'ai pas envie de dire au jour le jour, mais quel est votre point de vue en tant que Français sur la gestion belgo-belge
de Je sens que je vais me faire plein d'amis là ce soir. Alors, déjà, je suis mal placée parce que vous avez vu l'état dans lequel est la France. Alors, demander à une Française de donner son point de vue sur l'état de. Enfin, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai pas vraiment de leçons à donner aux uns et aux autres. J'estime qu'il faudrait déjà qu'on améliore les choses chez nous avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Maintenant, effectivement, la Belgique a un statut un peu hybride. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a eu une association entre des peuples différents, donc les francophones et les Flamands, oui, les Flamands. Voilà. Donc ça déjà, c'était peut-être pas viable au départ, j'en sais rien. Après, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Mais a priori, c'est toujours compliqué. Ce genre d'alliage est toujours compliqué. Et puis, deuxièmement, vous êtes devenu le centre nucléaire des institutions européennes et de l'OTAN. Donc, je dois dire que là, vous cumulez les statuts. Hein. Donc, bon, bah, c'est dont acte, quoi. Ça devient compliqué. Je rappelle que quand l'OTAN a été créé, le siège, c'était la France. De Gaulle a réussi à se débarrasser de ça et vous en avez Hérité. hérité. Donc, quand on sait que l'OTAN, c'est pas seulement une organisation officielle, mais c'est aussi tous les réseaux secrets, justement, que Daniel Ganzer a parfaitement disons, mis à jour, hein, parce que c'est des choses qui existent depuis le départ, même depuis, je dirais que ces réseaux ont été constitués même pendant la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça, c'est des choses qui nécessitent d'être explicitées vis-à-vis d'un public plus large, parce que effectivement, ça explique tout un tas de dérives que nous avons connues sur notre continent, de faux drapeaux, d'attentats, de choses comme ça. Donc, si vous voulez donner un avis sur la Belgique, c'est compliqué parce que là, c'est des intérêts qui ne sont pas stricto sensu des intérêts belges. Moi, je dirais que je suis mal placée, encore une fois, alors que venant de France et regardant dans l'état dans lequel se situe ce pauvre non-pays, je me verrais mal donner des leçons aux Belges. Un bref commentaire, comme je suis un peu un régional de l'étape, je dirais de toute façon la Belgique, dès le départ, initialement, est une création artificielle qui était voulue par les empires de l'époque. Il y avait l'Empire britannique, austro-hongrois, et donc ça a été voulu par eux. On a effectivement mélangé deux peuples totalement différents, avec des mentalités totalement différentes, mais oui, oui, bien sûr, oui. bien sûr. Et donc, si nous sommes effectivement le siège des communautés européennes, de l'OTAN, c'est aussi du fait de cette faiblesse. Et l'OTAN, pourquoi? Ben parce que tout simplement, on a eu un homme politique qui, pendant la guerre, était notre ministre des Affaires étrangères, un certain Paul-Henri Spaak. Et Paul-Henri Spaak était contacté par les Américains. Il faut savoir quand même que c'est grâce aux Belges qu'il y a eu le projet Manhattan. Hein. Hiroshima, Nagasaki, c'est un peu grâce à nous. Pourquoi? Parce que l'uranium qui était utilisé vient du Congo belge et c'était négocié ainsi. Et pour le remercier, parce que les Américains sont quand même des gens reconnaissants, eh bien, Paul-Henri Spaak était président de la première assemblée de l'ONU, c'était à San Francisco. Ensuite, il est devenu secrétaire général de l'OTAN. C'est un bon ami des Américains. Oui, une dernière question d'un Français dans la salle à une autre Française, mais sur le plan international. Compte tenu de la fragilité du système financier, pensez-vous que la Chine ait les moyens de le mettre à mal, voire de le faire chuter? Bah, bien sûr, la Chine, de toute façon, ce système est un empêchement de tourner en rond pour tous les pays, pour le développement des pays. Il faut bien le comprendre. Donc la Chine n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser au plus vite de toute cette vaste mascarade financière, de façon à repartir sur des bases plus saines. Je pense que la Chine, ça fait longtemps qu'elle a cessé d'acheter donc des dollars, enfin des bons du Trésor américain. Elle s'est renforcée en or, donc elle se prépare de longue date à cette bascule. De toute façon, cette bascule, avec ou sans la Chine, serait arrivée. Hein, il ne faut pas se leurrer. Mais les pays du monde qui ont envie de se développer, pour eux, c'est un handicap
cette situation est un handicap, donc ils veulent s'en débarrasser au plus tôt et on les comprend. Je dirais que ça, c'est un fait, oui. Oui. Ah bah, bien sûr, elle a les moyens, aujourd'hui, c'est la Chine est dans la position, que les États-Unis avaient au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la Chine qui détient, la richesse, la plus importante, au niveau mondial. Mais ceci étant, ça ne veut rien dire parce que, il faut considérer les choses sur une, en termes de flux. Ça sert à rien de considérer un stock à un moment donné, concernant l'argent et le développement des richesses. Et du reste, les Chinois sont très habitués de cette pensée fluide. C'est-à-dire qu'eux considèrent toujours les choses en pleine évolution et en plein mouvement. Donc ils n'ont pas la même approche que nous. Donc quand on raisonne, on prête à la Chine des sentiments, bien souvent on est à côté de la plaque en raison justement de cette différence fondamentale d'appréhension du réel. Euh, Maintenant, il faut vraiment considérer et comprendre que ce système international qui est une imposture, vraiment une fumisterie, une escroquerie, mais dans des proportions tout à fait dantesques, est un handicap au développement des pays qui veulent, eux, se développer. Nous avons renoncé à être des pays et nous avons renoncé à se développer. Mais ça nous regarde nous. On ne peut pas considérer que le reste des pays du monde soit sur cette lignée-là. Et de facto, de fait, ceux qui ont beaucoup souffert de cette hégémonie anglo-américaine n'ont qu'une envie, c'est de s'émanciper et veulent s'émanciper de tout ça. Et les Chinois ont été ceux qui ont pris la tête de file de ce mouvement. Ils l'ont pris parce qu'ils étaient en position économique dominante. Il faut bien le comprendre. Oui. Merci Madame Hugo pour la conférence. Je crois que j'ai au moins une quinzaine de questions, mais Oui. je vais me contenter de 3. Et en fait, je vais réduire à 2. Si, parce qu'il y en a une, elle est toute petite. Ouais, ben après on a dit d'arrêter. Donc, monsieur, enfin s'il vous plaît, je peux poser la question, je peux parler. Donc la première, c'est, enfin il me semble que c'était sur Révolu Droit, mais j'ai vu que vous avez lancé des groupes sur base d'une organisation objective, territoire, thème, organisé autour de 3 pôles, donc le pôle civique, le pôle spirituel et le pôle commercial. Et je voulais savoir où en était l'aventure, parce que je crois qu'ici en Belgique, on serait bien intéressé de pouvoir démarrer quelque chose un petit peu correctement. Parce que autant vous dire que le phénomène d'atomisation sociale est là, on s'est fait surdéglinguer à compter de 2020, et que là, il est temps d'organiser les petites particules citoyennes que nous sommes en un corps organisé. Question 1, donc c'est un petit peu avoir un retour sur l'expérience française à ce niveau-là. Alors, si vous permettez, vite la deuxième. Mais je réponds d'abord à la première et après vous poserez la deuxième. Ce sera plus, plus simple pour moi. Eh bien, ça a du mal à démarrer parce qu'encore une fois, ça se situe dans un contexte de changement de paradigme. Donc cette histoire de corporation, enfin de groupement d'intérêts sous forme de corporation, les gens ont ont eu du mal à s'adapter au concept en fait. Mais on élabore de plus en plus des outils qui aident les gens à rentrer dans ce concept. Et en effet, ces dernières semaines, on constate un regain d'intérêt avec des gens de plus en plus motivés et de plus en plus moteurs et de plus en plus efficaces sur la création de ces groupements d'intérêt. Alors, ça part effectivement du local, mais c'est des groupements qui sont thématiques en fonction des activités humaines, vous l'avez bien compris. Donc, si vous êtes intéressé à ça, on va bientôt mettre en ligne sur le site un mode d'emploi pour commencer à créer un règlement intérieur par type d'activité pour vous montrer un peu les démarches auxquelles vous devez penser, etc. Donc, c'est pas un modèle figé. Évidemment, vous pouvez vous inspirer de ça pour commencer par activité à développer ce genre de modèle. Donc, ça sera bientôt mis en ligne sur le site. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher en écrivant sur le site de Révolu Droit, vous rapprocher et tôt ou tard, hein, parce qu'on est aussi un peu débordé, je dois dire que nous ne sommes pas financés par les grands banquiers internationaux, comme vous pouvez bien vous imaginer. Ce n'est que sur la base du volontariat. Tout le monde fait ce qu'il peut, mais effectivement, on est un peu débordé. Donc, si vous êtes un peu patient, vous risquez quand même d'avoir une réponse. En particulier, vous précisez que vous êtes belge et que vous êtes intéressé à créer un groupement d'intérêt. Et je pense que
à un moment ou à un autre, vous obtiendrez une réponse. Et puis, je vous dis, bientôt sera mis en ligne le mode d'emploi en fait de création d'un groupement d'intérêt, qui devrait être quand même une aide assez intéressante. On a pas mal bossé dessus. Ok, super. Je crois qu'il y a monsieur, je veux bien sacrifier ma deuxième question pour laisser poser sa question à monsieur. Qui est lié, Par contre, si on peut la voir, enfin, peut-être se voir après, ce serait vraiment simple. Je voudrais revenir sur votre livre, en fait. Voilà. Donc, les raisons cachées du désordre mondial. Voilà. Et vers la fin de votre livre, vous parlez, en fait, d'économie politique. Hein, et vous parlez une phrase que j'aime vraiment bien, enfin, plutôt vous parlez qu'il faut passer d'une société de l'avoir vers une société de l'être. Bah oui, bah bien sûr, mais enfin, la société, c'est la société de l'être. Voilà. L'avoir, ça a été la diversion. Enfin, et par rapport à ça, vous dites, mais la question fondamentale, finalement, c'est de revenir à une sémantique, savoir quelle est l'importance des mots et qu'est-ce que la valeur, finalement. Oui, il y a un vrai sujet sur la valeur. En fait, la valeur, elle n'est pas figée. Elle est contextualisée en fonction d'événements qui se produisent à un moment ou à un autre. La valeur, il n'y a pas de valeur en soi. La valeur dépend toujours d'un contexte et d'un rapport de force. Donc, la valeur de l'eau dans une société où il pleut toute la journée, c'est pas grand-chose. La valeur de l'eau dans une société désertique, tout d'un coup, c'est tout à fait différent. Donc, la valeur, il n'y a pas de valeur en général. La valeur, c'est pas quelque chose de figé. La valeur, c'est quelque chose de contextualisé. Je pensais, j'ai déjà donné l'exemple, par exemple, dans une société où les parents travaillent, la valeur de garde d'enfants est énorme. Dans une société où vous avez des gens qui travaillent chez eux ou qui sont dont l'un des deux parents est à la maison, la valeur de garde d'enfants, c'est plus rien. Donc, vous voyez, il n'y a pas de valeur ni des services ni des biens qui soit quelque chose de figé. Il faut toujours considérer ça dans un contexte. Et en effet, pour revenir sur la société de l'être ou de l'avoir, sans être, il n'y a pas de société. On ne se pose même pas la question. Donc, c'est même un faux débat. En fait, c'est du verbiage de parler de société de l'avoir. Enfin, c'est une société dans laquelle on fait prévaloir l'accaparement sur la réalité de la vie. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Mais oui, mais parce que effectivement, on a développé ce genre de maladie mentale, mais vous n'êtes pas sans sans avoir constaté que la société, que la mortalité a augmenté, que le taux de natalité est en chute libre. Donc c'est une société qui se suicide. En fait, c'est une non-société. Donc la réponse est en fait la réponse est que la question est mal posée. Il n'y a pas de société d'être ou d'avoir. La société, c'est fait avec des êtres et puis c'est tout. La toute dernière. Oui, c'est la toute dernière question bonjour. Parce que nous avons des Merci. impératifs Oui, par oui, rapport bien sûr, au je gérant connais. de la salle Voilà. et on doit la rendre pas trop tard. Je connais, j'organise souvent des événements. D'ailleurs, on s'est déjà rencontré avec Valérie, avec Catherine Austin-Fitz. On avait fait une interview à 3, on va dire, il y a quelques années. Oui. Voilà. Ah, mais oui, d'accord. Oui. Très bien. Et justement, par contente rapport de à vous des revoir. lanceurs et des lanceuses d'alerte comme vous et puis comme d'autres personnes, vous avez parlé tout à l'heure de dénoncer les abus du droit international, puisqu'on voit par exemple qu'aujourd'hui l'OMS essaye et les autres organisations onusiennes et autres essayent soit d'empiéter, enfin voilà, de vider les États de leur souveraineté, ou que ce soit aussi à travers toutes les réglementations des partenariats publics-privés, etc. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de lanceurs d'alerte. Je pense qu'il y a une conscience qui s'est créée finalement grâce quelque part ou à cause ou malgré la crise qu'on a eue et de la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, voilà, Robert Kennedy par exemple se lance dans la course présidentielle, qui est épaulé par voilà, Catherine Austin-Fitz et d'autres personnes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une... Alors, je veux certainement pas être naïve, parce que je sais bien que le politique, voilà, on vient de l'expliquer, a ses limites, et derrière ça, ben voilà, il y a tous les capitaux, etc., qui tirent quand même les ficelles. Mais est-ce qu'on peut quand même espérer quelque chose d'autre parmi les autres choses que les 4 solutions d'Atali? Je sais bien que vous venez de tout décrire, mais je veux dire, maintenant, là, dans le concret, au niveau des forces politiques, encore, est-ce qu'il y a un sursaut possible, peut-être, pour éviter, ou on va dire minimiser
Alors, catastrophe. ma réponse est la suivante. C'est que dans le contexte de l'organisation politique des États que nous connaissons, il n'y en a pas. Il y a une solution, donc une voie, une tierce voie, dans le contexte où on réhabilite la notion politique sur une réorganisation de l'État, mais qui est aussi une réorganisation du droit, du système économique. Enfin, c'est un changement de paradigme. Donc là, la réponse que je vous donne, c'est oui dans le cadre d'un changement de paradigme, non dans le cadre du paradigme actuel. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je dirais que la problématique essentielle, c'est que le paradigme actuel, il y a des États, et en particulier les États-Unis, qui ont bâti toute leur histoire dessus. Donc pour eux, ça risque d'être compliqué de changer de paradigme. Je dirais que nous sommes en France dans une position paradoxalement bien plus mauvaise, mais bien meilleure, parce que nous avons une histoire derrière nous qui nous permet de rebondir sur des fondamentaux qui ont été sains et qui ont permis le développement d'une civilisation. Donc on est à la fois dans une situation bien pire et bien meilleure, paradoxalement. Ouais.